Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Élodie Villemus, wedding planner de renom, mais aussi la fameuse présentatrice télé du programme 4 mariages pour une lune de miel. Alors, on a parlé de son parcours évidemment, mais aussi de comment être rentable quand on est wedding planner. Ça pourra aussi te servir si tu exerces d'autres métiers du mariage. Une interview que j'ai adorée, vraiment, et que je te propose de découvrir tout de suite. Hello Élodie, bienvenue dans Wedding Divan. Je suis ravie de t'accueillir pour de vrai, je suis ravie. Eh ben, hello Magali, je suis ravie, en tout cas, d'être à côté de toi sur le Wedding Divan. Vraiment. Ouais, alors on est en face, en visio, hein, pour pas mentir, mais un jour on le fera en vrai. Je pense que ça serait bien de le faire en vrai. Bah, je l'ai fait certaines fois. Par exemple, avec Camille Marguet, je suis allée dans son showroom, avec d'ailleurs Élise Martimore aussi, avec Antoine de Rive aussi, tu vois. Je vais, quand c'est sur Paris, des fois j'y vais. Mais c'est vrai que je suis bien chez moi. C'est horrible. Bah, c'est un petit peu plus de facilité, j'avoue. C'est ça. Après, moi, j'aime le présentiel, tu vois. J'aime parler avec les gens. Donc, ça. En plus, je suis à Paris, là, tu vois. On aurait pu. Ah, on aurait pu. Bon. Après, voilà, je savais pas que t'étais à Paris ou si t'étais écoute, ailleurs. pour l'épisode 2.0, on le fera. Voilà. Avec plaisir. Avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup, d'être là. On a choisi un sujet, qui touche un peu tous les corps de métier, même si, on va parler de celui de wedding planner. Mais avant ça, pour les personnes qui ne te connaissent pas, je ne sais pas si ça existe encore dans le monde du mariage maintenant, mais est-ce que tu peux Mais si, les nouveaux venus, oui. ma chérie. Mais bien sûr. Bah oui. Sûr. Qui mais croient bon, que même les nouveaux venus, ils regardent de temps en temps 4 mariages pour une lune de miel. Oui, mais du coup, ils associent mon travail, mon positionnement à 4 mariages pour lune de miel. Je trouve ça fascinant. Ouais, je trouve ça fascinant. Ah, c'est énorme ça. Ah oui, ben non, mais ça, on va en parler, c'est sûr. Ben, on va en parler, ma chérie, si tu veux. Mais je trouve ça fascinant, encore une fois, cette propension à rester en vitrine. Et tu sais, pas aller chercher le détail. C'est terrible. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Donc, on associe ton positionnement à toi, à ça. Hein? Ouais. Ben, c'était un peu le piège en acceptant aussi, je crois, enfin, le piège. Le risque, tu vois. En acceptant d'aller animer ce programme-là, alors que les raisons en sont tout autres. Mais on pourra en parler après si tu veux. Ben après, c'est vrai que oui, on va en reparler, mais tu vas donner ton parcours. Mais c'est vrai que j'ai été, quand j'étais wedding planner, contactée 1 milliard de fois par cette émission pour amener mes mariés, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore, il y avait pas encore la dame qui parle. Et qui note. Et je disais, mais jamais de la vie, en fait, vous me verrez amener mes mariés là-dedans. Comment, tu vois, mais après, c'est très intéressant ton rôle d'après, parce que justement, je trouve que ça a apporté quelque chose de différent à l'émission. Mais d'aller amener ses mariés en tant que wedding planner, faire noter son mariage, je trouvais ça, voilà, pour moi, c'était pas possible. Et ils m'ont contacté des années. Bah, j'imagine, t'as dit non aussi. Bah oui. En fait, le jour où il m'appelle pour me proposer d'intégrer le casting, parce que je suis arrivée à la fin du casting, le casting, il était déjà fait. J'ai été très gentille au téléphone avec la jeune fille qui m'appelait, mais je lui ai dit, écoutez, arrêtez de m'appeler. Ça fait 12 ans que vous m'appelez, 12 ans que vous me demandez chaque année d'amener des clients. Je marie des étrangers.
c'est pas, I can't, en fait. Je peux pas. Mes clients ne vont pas dans cette émission. Non, mais c'est pour, écoutez, je suis désolée, j'ai pas le temps, je rentre en réunion, j'ai pas le temps, merci beaucoup. Bonne journée, bon courage. Et après, c'est la productrice qui m'a appelée elle-même et qui m'a proposé le concept et qui a su effectivement me parler, puisque c'était un peu des rétro satanas, 4 mariages pour une lune de miel. En tant que prestataire de mariage, quand tu fais du haut de gamme, voire du luxe, on parle pas le même langage, on parle pas la même technicité du métier, on parle pas pareil quand tu restes en surface. Et donc voilà, elle m'a préparé, elle m'a présenté ça de la meilleure façon qui soit, et le projet sur lequel elle voulait amener beaucoup plus de ce côté professionnel, en me disant qu'il y avait déjà un casting qui était fait. J'ai demandé qui était proposé en casting. Là, elle m'a sorti des grosses pointures. Je me suis dit waouh, en fait, ils veulent vraiment faire un truc vrai. Tu vois, un vrai truc. Et quand tu dis le casting, ça veut dire les personnes qui étaient entre guillemets en concurrence avec toi? En fait, le casting avait déjà été fait. Il était prêt à être proposé à TF1. Et au début, elle ne voulait pas me dire qui étaient ces personnes-là, parce que c'était confidentiel. Et je lui ai dit, écoute, en fait, c'est où tu me dis, et on parle le même langage, ou non, et c'est pas grave. Mais voilà, moi, j'ai besoin de savoir que c'est sérieux, en vrai. J'engage mon image, j'engage tout ce que j'ai construit depuis toutes ces années, tu vois. C'est beaucoup de sacrifices, en fait. Et donc voilà, donc je crois qu'il y avait 7 personnes ou 6 personnes qui avaient été sélectionnées. Et elle m'a dit clairement, je sais que la personne que je recherche n'est pas dans ces 6 personnes-là. Je sais que la personne que je recherche, c'est vous. Ok, très bien. Et j'ai jamais trop dit oui, en vrai. Elle a présenté. Ouais, je te jure. Elle me dit venez à Paris faire un petit essai. On se rencontre, on voit un peu si on s'entend bien. 2 jours après, j'étais sur Paris et effectivement, je fais mon essai. De là, ils me disent vous avez fait ça toute votre vie, d'être devant une caméra. Non, pas du tout. Mais bon, c'est plutôt fun. Et 3 jours après, ils ont proposé le casting à TF1 et elle m'a appelé l'après-midi même en me disant c'est toi qui as été choisie. Et là, je lui ai dit ok. Très bien. Eh ben, je vais te rappeler. Je suis pas sûre de dire oui, moi. Non, c'est même pas ça. C'est parce que, tu sais, en fait, notre métier de wedding planner a toujours le vent en poupe, mais il a eu tellement d'écho, je dirais, et de résonance sur ce métier un peu fabuleux du mariage, facile, très ouvert, voilà, que combien de reportages ont été faits sur le métier de wedding planner. Donc, on m'avait déjà demandé de faire des vidéos, et puis ça avait jamais abouti, ça avait jamais rien fait. Donc, tu vois, en fait, quand elle me dit ça, oui, bon, je vais te rappeler. Et je me souviens être allée dans ma chambre, m'asseoir sur mon lit et me dire, oula, alors, là, en fait, elle est en train de te dire que TF1 te veut, mais toi, tu fais pas ces mariages-là, Hello. Donc, est-ce que tu vas être capable de te mettre à niveau, parler à la France, en fait, et donner des vrais conseils tu vois, qu'il faut, quoi. Et en fait, alors là, je t'explique, mais ça a été une fraction de seconde, et où je me suis dit, attends, 2 secondes, Hello. Là, il y a quand même TF1 qui est en train de te donner la chance de pouvoir parler de ton métier, d'enfin le faire connaître à sa juste valeur. Et surtout, au lieu d'aller parler à des gens qui te paient, tu vas aller parler à la France entière pour démontrer que tout le monde peut se marier, peu importe le budget, et bien se marier, en fait, de façon cohérente et personnalisée. Et ça, quand c'est arrivé là, à ce niveau-là de mon cerveau. Alors là, c'est au cerveau. C'est pour les personnes qui vont pas te voir. Voilà. Qui t'écoutent dans un podcast. Mais oui, c'est ça. Et je me suis dit, mais oui, en vrai, c'est ça, c'est ta place et c'est ta prochaine mission. Et donc, pourquoi était là. Voilà. Et j'en ai longtemps parlé avec Jean-Luc Blé, qui était pressenti aussi. On était tous les deux en concurrence. Il savait pas s'il voulait un homme ou une femme. Et je ne sais combien de fois il m'a dit, mais Hello, j'aurais jamais pu faire autant bien que ce que tu le fais, parler à tous ces gens et avoir cette justesse-là. Donc non, je ne fais pas les mariages qu'il y a dans 4 mariages pour une lune de miel. Et oui, c'est possible de s'adapter à tout ça. Voilà. C'était une petite intro qui n'était absolument pas prévue. Pas du tout, mais forcément, on en est en parlé, puisque je t'ai demandé ton parcours et que ça en fait
bien parti maintenant. Mais d'où tu viens? Parce que moi, je te suis depuis longtemps. Je t'en parlais un peu en off. Je te suis depuis longtemps, mais en vrai, je t'ai toujours vu wedding planner, donc je sais pas ce que tu faisais avant. Non, c'est mon vrai métier est effectivement dans l'organisation de mariage. Moi, je viens du sud de la France, pour être de où tu viens en termes de géolocalisation, et c'est important pour moi. Non, mais c'est important pour moi. J'aime bien, je t'ai vu en story dire que t'avais l'accent, mais pas à la télé que tu le. Dans mon métier, avant, j'étais directrice commerciale. Je vendais de la musique de relaxation. J'ai fait ça pendant 7 ans. Moi, j'ai eu un BTS de commerce international. J'étais pas très bonne à l'école. C'est vrai? Ouais. Ah, trop bien, les incoterms et tout. Ah, super, les incoterms. T'avais bien, toi? Ouais, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Moi, je voulais juste parler anglais, wesh. But then actually, I'm English fluent, you know, so ça a marché, tu vois. Ah, bah, pas moi. Elle est géniale. Je parle anglais. Alors, pas forcément grâce au commerce international, mais en vrai, mais c'est ça. En vrai, le déclic de l'anglais, même si j'ai toujours été pour le coup bonne élève en anglais, parce que j'aimais ça, ça a été un petit peu plus tard. Donc moi, j'ai fait un BTS de commerce international. J'étais pas forcément très bonne élève à l'école, comme quoi la réussite ne tient pas qu'à ça. Je crois qu'en fait, j'ai longtemps cru que je n'étais pas faite pour l'école, mais en fait, c'était l'inverse. L'école n'était pas faite pour moi en vrai. Il y avait une incompréhension dans celle que j'étais et comment je fonctionnais. Mais quand t'as personne qui te le fait remarquer, bah tu grandis avec ouh là là, qu'est-ce qu'on va faire d'elle en fait. Et j'ai décroché mon premier vrai taf. J'étais assistante commerciale et j'ai gravi les échelons. J'ai été responsable d'administration des ventes, responsable des ventes. Je suis allée jusqu'à directrice commerciale. Donc, je vendais de la musique de relaxation, les petits oiseaux qui font cuicui, l'eau sous les ponts qui coule. Tu sais, les CD qui avaient un nature et découverte. Ouais, c'était ça. C'était ça. J'adore. Et du coup, je suis restée 7 ans là-bas. Et en vrai de vrai, il y a un moment où tu arrives et où tu t'en peux plus, où tu te rends compte que tu as fait le tour. Je travaillais en B2B, donc de pro à pro. J'en pouvais plus de décrocher mon téléphone, d'entendre des gens qui étaient qui râlaient parce qu'ils n'avaient pas reçu leur commande, parce que voilà. Et j'avais envie, je sais pas, il y avait un truc en moi qui me disait qu'il fallait que je fasse autre chose. Et fatalité, je déteste raconter ça, mais c'est vrai. Aujourd'hui, évidemment que je ne le ferai pas de la même façon. Fatalité, ma meilleure amie se marie, je lui organise son mariage, je l'aide. J'étais un peu préposée à ça, tu sais, dans ma famille, dès que il y avait des événements, des trucs comme ça, c'est moi qui faisais. Et le photographe vient me voir ce jour-là et il me dit j'aurais bien aimé avoir une meilleure amie comme toi. Et je dis, qu'est-ce qu'il a, il se fout de moi ou quoi, lui? Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit, regarde les gens, en fait. Regarde, en fait, le talent que tu as de rendre les gens heureux. Et cette phrase-là, elle m'a sciée, elle m'a impactée, elle a beaucoup résonné, tu vois. Et en même temps, j'en avais un peu marre de ce que je faisais. Et je suis rentrée un soir à la maison et j'ai dit à mon mari, il faut qu'on parle, quoi. Il y avait 2 choix, hein, soit je divorçais ou soit je lui disais, je veux changer de taf, tu vois. Et bon, c'était le taf. Ah bon, c'était soit l'un, soit l'autre, ok. Ça va. Il a eu de la chance. Tu sais, mais quand t'arrives et que tu dis, il faut qu'on parle, tu vois. Oui, bah oui. Il y a toujours une espèce de gravité dans le truc, en fait. Et donc, voilà. Et c'est parti un petit peu comme ça. Donc j'ai créé ma première agence qui à l'époque s'appelait La Belle Émotion et je faisais de l'organisation de mariage. Ah ouais, je suis partie dans ce truc-là sans études de marché, sans rien quoi, sans avoir pensé à rien, sans aucune stratégie. Enfin le truc et c'est ça que je te dis que je referais pas aujourd'hui. Oui, parce que j'attendais te dire qu'est-ce que j'ai pas compris. Mais c'est ça. Ouais. C'est ça. Tu peux plus faire ça aujourd'hui. Le marché, il est trop concurrentiel, il est trop concurrencé pour pouvoir y rentrer comme ça. Et donc, voilà, j'ai créé ma première agence. C'était en 2008. Et puis, les choses ont un petit peu évolué. Au départ, j'étais en association. Mon associé a quitté le navire. Et j'avais aussi 2 choix ici, soit pleurer dans mon coin ou soit balancer le truc et faire en sorte de pouvoir avancer là-dessus. Et j'ai fait le choix d'avancer et d'évoluer avec l'industrie du mariage qu'il y avait. La Belle Émotion s'est transformée en Elodie Villemus Weddings, qui s'est transformée en groupe Elodie Villemus aujourd'hui. C'était en quelle année, ça? 2008, on a ouvert La Belle Émotion. 2013, on a créé le premier réseau de franchise. Ça doit être 2015. Groupe Elodie Villemus, il arrive là.
tu vois. Et en effet, aujourd'hui, Groupe Elodie Villemus, c'est 6 activités, évidemment de l'organisation de mariage, de la décoration de mariage, de la formation, de la conférence, des franchises, nouvellement officiant de cérémonie. J'ai vu ça. Ouais, et animatrice télé. Mais c'est pas moi qui fais. Moi, je forme, je lead, mais je officie pas, sauf pour des amis ou la famille. Voilà. Tu l'avais fait avant, du coup, l'office de cérémonie, ou t'étais uniquement... Je l'ai fait, ouais. Non, Ouais, moi j'ai fait wedding planner, wedding designer. J'étais l'une des premières en France à avoir couplé les deux métiers et avoir compris que ça pouvait rapporter des sous et que c'était un vrai business. Et j'adorais ça, j'adorais la décoration, faire de l'art floral, tout ça. Et officiant de cérémonie, je l'ai fait pour des clients. Je l'ai fait une fois pour des clients qui m'ont demandé. Voilà. Ok. Bah, justement, alors tu parles de sous. C'est un truc qui est un peu tabou, en fait, dans notre métier, les sous. C'est un peu le sujet qu'on a choisi, hein. Ouais, et pourtant. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on va dire, il y a deux... Enfin, je sais pas comment dire ça, en fait. Mais c'est vrai que la plupart des gens qui se lancent dans le mariage se disent « Moi, je le fais pas pour l'argent. » LOL. Non, mais en vrai, il y en a beaucoup. Il y y en a beaucoup qui disent, disent ça. Ouais, Magali. Alors, écoute, c'est ma chérie, tu sais. Moi, je suis pas dans ces gens-là. Calme-toi, Elodie. Je sais bien. Et sinon, tu ne serais pas là et on n'aurait pas cette discussion-là. Tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis un peu allergique à cette façon de penser-là, bien que je sois ouverte, bienveillante et tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, stop, appelons un chat, encore une fois. Oui, nous sommes dans un métier passion, évidemment. Je veux dire, c'est comme la designer de robe de mariée ou la styliste. C'est un métier passion. Parce qu'il y a de l'artistique, parce qu'il y a de l'humain, parce que, voilà. Mais, pardon, et moi j'ai aucun tabou et aucun problème à parler d'argent. Pardon, mais c'est un business. Je sais pas si tu connais beaucoup de personnes autour de toi qui travaillent gratos parce que c'est un métier passion. Moi, j'en connais pas beaucoup. Voilà. Mais oui, non, mais dans métier passion, il y a métier. Tu vois, on est d'accord. Non, mais c'est voilà. Et au-delà de ça, au-delà de métier, parlons de business, quoi. Parlons de rentabilité, parlons du fait de faire du profit et d'avoir une reconnaissance aussi financière de ce que l'on fait. Et là, c'est pas de se la péter à gagner des millions d'euros. On ne gagne pas des millions d'euros en étant wedding planner. Arrêtez de penser ça. Voilà. Mais on peut gagner sa vie. Voilà. Mais oui, mais je pense que les gens, quand ils se lancent, en tout cas, c'est ce qu'ils se disent. Mais je sais que moi, par exemple, dans mes coachés, j'en ai beaucoup, enfin, qui se disaient ça. Mais si tu veux faire ça, fais une assoce, en fait. Enfin, si tu veux pas vivre de ton truc, en fait, qui va payer tes factures? Les gens enfin, tu vois, enfin. Je pense qu'on oublie un peu cette partie-là. C'est que organiser un mariage prend du temps. Pendant que je fais ça, je fais pas autre chose. Pendant que je fais ça, je peux pas gagner de l'argent à faire autre chose. Et donc, je peux pas payer mes factures. Pendant que je fais ça, je passe pas du temps avec mes enfants. Donc, à un moment donné, le fait que je sois rémunérée pour ça me paraît être évident et normal. Au-delà de ça, et par définition, et tu sais, c'est la façon dont je me décris. Pardon, je l'ai pas le fait ici. J'ai pas fait les choses dans l'ordre. Mais quand on me demande très souvent en interview, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Mais le mot wedding planner arrive pas en début de phrase. Mon tout premier mot que j'utilise, c'est je suis femme entrepreneur. Je suis femme entrepreneur, je suis une chef d'entreprise et même plus, je suis entrepreneur. Et pour moi, il y a une grosse nuance. Donc, il y a forcément une dimension financière qui est là, forcément une dimension de business qui est là, et j'ai aucun problème à le dire, en fait. Mais c'est pour ça que tu es là. Oui. Oui, non, mais c'est hyper important, cette notion-là. C'est hyper important. Bah, de toute façon, voilà, l'entrepreneuriat, c'est 80% de notre taf. On va pas se mentir. Bon, après, quand t'es wedding planner, t'as quand même beaucoup de taf. Oui. Par rapport aux autres métiers. On va pas se mentir. Moi, j'en ai fait plusieurs des métiers et je peux te dire que dans le mariage, là où on bosse le plus, c'est quand même wedding planner. Surtout quand tu fais les deux. Wedding planner et designer. Et encore, si tu rajoutes officiante en plus. Alors, là, c'est le pompon sur la caronne. Exactement. Et du coup, toi, quand est-ce que tu as pu être rentable avec ton activité de wedding planner? Alors,
il y a eu plusieurs étapes en fait quand je commence et que je lance ma société. Donc 2008, comme je te dis, j'ai pas fait d'études de marché, voilà. 2008-2010, tu vois, j'ai bien pris conscience qu'en fait il fallait que je crée ma matière première, mes images. Et à l'époque, les enfants, c'est un dinosaure qui vous parle. Nous n'avions pas Instagram, nous avions juste que Facebook. C'est vrai. Et encore Facebook, ça démarrait, hein, faut pas déconner. Oui, voilà. Donc, comment vous dire que le shooting inspiration, on connaissait pas. C'était dur d'avoir de l'image, c'était dur d'avoir de la visibilité. Donc, on avait un site internet, il fallait qu'on se vende avec un site internet, qu'on se fasse trouver avec un site internet. Et donc, c'est vrai que j'ai vraiment regroupé mes efforts sur mes 2 premières années pour aller me créer de la matière première, des images mariage, des images, mon image tout court, en fait, celle que je suis et le message que j'avais envie d'envoyer pour pouvoir me démarquer, me faire connaître et après me faire reconnaître par tous les prestataires, tu vois, ça a été toujours une phrase très marquante. Ça, pendant mes 2 ans, cet objectif-là, fais-toi connaître pour te faire reconnaître. Et c'est ce que je dis aujourd'hui en formation à toutes mes filles qui viennent se former. Donc, tu vois, j'ai passé 2 ans, ça a été 2 ans de sacrifice quelque part. Il faut le dire, il faut pas avoir peur. Et de 2010 à 2016, je me suis plus concentrée pour le coup sur les détails de mon offre. Sur le temps que je passais sur chacun de mes mariages et d'aller comparer ça avec le tarif que je proposais. Je me disais, mais attends, tu vois, tout à l'heure, je te disais, pendant que je fais ça, je fais pas autre chose. Mais tout est minuté chez moi, tout est minuté. Alors, il y en a qui vont se dire, mais cette meuf, elle est complètement tarée, elle est complètement militaire. Non, je suis une femme entrepreneur. C'est-à-dire que tout est analysé. On va en parler un peu plus tard, mais tout est timé pour pouvoir, en fait, valoriser à sa juste valeur mon service. Il fallait que j'estime le temps que je passais sur ça et que je pouvais pas passer ailleurs. Plus valoriser et chiffrer mon image à moi, mon expertise à moi. Donc, je me suis vraiment attardée sur ça. Je suis allée peaufiner ça d'année en année à partir de 2010 jusqu'à arriver... j'ai une vraie, pardon pour le gros mot, mais j'ai une vraie usine à gaz. Quand je parle de rentabilité, enfin toutes les filles, mes franchisées, etc., elles sont complètement focus sur ça parce que c'est le nerf de la guerre, quoi. Voilà. Donc 2016, si tu veux, c'est là où je crée vraiment mon savoir-faire, où j'appuie ce mot-là. French Wedding Industry, où j'ai vraiment une méthode de travail qui alors n'existait pas dans ce mariage. Quand je suis arrivée dans cette industrie, il y avait pas. Moi, j'ai quand même rencontré des wedding planners qui me disaient comme ça. Alors, pour les gens qui nous voient pas, je suis en train de mettre mon index dans la bouche et le lever vers le haut en disant, je fais au feeling. Mais comment tu fais pour faire au feeling, en fait? Moi, je sais pas faire au feeling, en fait, hein. Et puis, ça fait pas partie de mon vocabulaire. Moi, c'est la chose pour laquelle je me suis formée. C'est-à-dire que, en fait, je savais que je savais organiser des événements parce que j'avais organisé des trucs dans mes boîtes avant. Ouais. Mais je savais pas chiffrer, en fait. Je disais, mais comment on fait pour dire que ça vaut tant? Je sais pas, moi. Donc, je me suis formée juste pour ça. Ah ouais. À l'époque, bon, il y avait pas beaucoup de formation. Parce que, bah oui, parce qu'en fait, t'es perdu, quoi, quand t'as pas été entrepreneur avant et que, du coup, tu dois te dire, bah, ça vaut tant. Comment on fait pour calculer son tarif? En vrai de vrai, sur ma formation, moi, j'ai plusieurs niveaux. La rentabilité, c'est dès le premier niveau. Moi, sur le premier niveau que je propose, c'est vraiment avoir cette vision entrepreneuriale. Encore une fois, avant d'être wedding planner, je suis chef d'entreprise. C'est-à-dire que les enjeux ne sont pas les mêmes. Si on est bon chef d'entreprise, alors on va pouvoir aller faire mumuse et aller organiser des mariages. Tu vois, je le considère vraiment comme ça. Non, mais c'est vrai. C'est un peu la récompense, la carotte, tu vois. Donc, les enjeux ne sont pas les mêmes. Les décisions que tu vas prendre ne sont pas les mêmes. Les conséquences de ces décisions ne seront pas les mêmes. Voilà. Donc, quand tu as compris ça, tu penses autrement, tu raisonnes autrement. Et ça devient en vrai une évidence, quoi. Ouais, clairement. Mais, et merci aussi de dire connu pour être reconnu. C'est un vrai truc aussi, ça. Enfin, pour moi, c'était hyper important. Tu vois, dans ma bio Insta, il y a marqué je te forme à devenir une référence, quoi. Parce que c'est comme ça, en fait, que tu peux aussi être rentable plus facilement, finalement.
En vrai, l'objectif, effectivement, de ma formation, et dans tous les cas, ma vision, c'est d'arriver à te démarquer. Bon, tout le monde dit ça aujourd'hui, mais sans avoir gratté, sans avoir trouvé les moyens pour le faire. Bien sûr que ton unicité, elle est ce qu'elle est, et c'est ça que tu dois prôner. Alors, je pense que je suis construite et composée d'une certaine façon qui fait que pour moi, il était impossible, quand j'organisais mes mariages à l'époque, de sortir d'un mariage. Et j'étais pas dans cette quête-là, à vrai dire, mais c'était naturel pour moi, je vais plutôt le dire comme ça, qu'à la fin de mes mariages, mes prestats me disent, ou même pendant les préparatifs, dis donc, ça fait du bien d'avoir une vraie wedding planner à ses côtés. Oui. Tu vois? Et je sais que je suis une vraie valeur ajoutée, en vrai. Pas que pour mes clients, je le suis aussi pour mes prestataires, en vrai. Donc oui, la reconnaissance des prestats, notamment, elle est là aussi, elle est importante. Et ça parle vite. On est un petit monde, hein. On est un petit monde. Oui. Voilà. Donc, alors, juste pour resituer, quelle année t'as pu être rentable sur ton activité, à ton avis? Je pense à partir de 2013, vraiment, où là, je gagnais ma vie correctement. Donc, 5 ans. Ouais, 5 ans. Et cela dit, j'ai toujours réussi à me payer, moi, et après mes employés. Je touche du bois, voilà. Mais j'ai jamais eu un mois où je me suis dit, oh là là, comment je vais faire, voilà. Donc, quand je te parle de rentabilité, c'était que la marge était bonne, le profit était là, je m'éclatais avec mes clients et où tous les voyants étaient au vert. D'accord? Moi, sur ma première saison, j'ai tiré 7 mariages. Bouche à oreille, je suis allée taper aux portes, j'avais les dents à rayer le parquet, hein, je te le dis, il y avait pas moyen d'autre chose. Je lâchais ma vie de directrice commerciale, je gagnais quand même bien ma vie, j'avais des crédits, une maison, une voiture, des enfants, enfin, j'avais que ma première à l'époque. Tu vois, je pouvais pas non plus m'amuser à me lâcher des deux mains, c'était pas possible. Donc j'ai toujours pu me payer, mais voilà, je vais pas dire qu'aujourd'hui je mène la grande vie, c'est pas vrai, j'ai des limites comme tout le monde. Mais voilà, 2013, j'ai une belle perspective. Voilà, j'arrive à voir à long terme, j'arrive à regarder un peu derrière, à voir un peu les erreurs faites et ce qu'il ne faut surtout pas reproduire. Voilà. Ok, donc tu t'es payé dès la première année et après t'as construit et en 2013 c'était serein. Ouais. C'est quoi les principaux défis des wedding planners pour faire face au fait de rester rentable finalement aujourd'hui? Alors, je pense que au plus ça va et au plus c'est quand même compliqué, il faut le dire. Déjà, je pense que les nouvelles qui veulent s'installer, elles doivent absolument passer par la case formation. Et je dis pas ça pour vendre la mienne. Il y a plein de formations sur le marché. Il y a aucun problème là-dessus. Mais on doit absolument aujourd'hui, tu peux plus partir comme je l'ai fait les deux mains dans les poches. Salut, c'est moi. Tout va bien. Je vais casser la baraque et je vais y arriver. C'est trop compliqué. Aujourd'hui, c'est trop compliqué. À l'époque, il y a des études qui ont été menées sur ça, qui dit que pour être leader sur un marché avec ton produit, à l'époque, il fallait 5 ans. Aujourd'hui, il faut 5 semaines. Avec les réseaux sociaux, avec tout ça, ça a pris une vitesse folle. Donc, tu peux pas passer directement hors cette case formation. Parce que, pour moi, un des plus grands défis qu'il y a à gérer dans ce métier, c'est cette ouverture trop ouverte. On peut faire un pléonasme, on peut, de ce métier. Demain, tu vas être wedding planner, t'es wedding planner. Il y a rien qui est reconnu par l'État, il y a rien qui t'en empêche. Très souvent, dans mes formations, je leur pose la question parce que je les remercie d'être là et d'avoir le respect qu'elles ont pour ce métier en se formant. Et je leur dis, mais parce que, en vrai de vrai, demain, vous voulez aller vous faire coiffer, changer de coiffure, faire une couleur. Vous allez chez un coiffeur. Le mec, il est obligé d'avoir un BP pour avoir ouvert sa boutique, quoi. T'y vas s'il est pas formé? Tu vas te faire couper les cheveux s'il n'est pas formé? Ah non, je risque pas. Ouais. Sauf que là, on est en train de parler de clients qui posent des dizaines de milliers d'euros sur la table, des centaines de milliers d'euros sur la table, voire des millions, avec des gens qui sont pas formés. Mais arrêtons 2 secondes. Il faut stop l'hémorragie parce que je trouve que c'est grave. Il y a une vraie gravité dans tout ça. Donc, il y a une espèce de concurrence non maîtrisée qui s'est formée où il y a à boire et à manger, où c'est de tout et de n'importe quoi, où j'ai des wedding planners qui disent qu'ils font de l'ultra luxe ou du luxe et qui se font payer 3000 balles. Mais où est-on? On est où là?
Tu vois, des fois, je me dis, on n'est pas dans le même monde en vrai. Il y a un problème quelque part. L'équation, elle est pas bonne. Donc, je trouve que c'est bon. Bah ouais, les calculs sont pas bons. Et je trouve que ça, faut avoir les épaules pour le gérer. Parce que quand tu es face à ton client, alors ça m'arrive pas. J'ai eu une fille une fois en formation qui m'a posé cette question-là, justement quand on étudie la rentabilité. Elle me dit, Élodie, j'ai une fois un client qui m'a demandé comment je pouvais justifier mes honoraires. J'ai pas réussi à lui répondre. Et je lui dis déjà, le fait que t'aies pas réussi à répondre est une problématique, mais la plus grosse des problématiques, c'est que le client ait eu tu l'as poussé à te poser cette question. C'est-à-dire que je te jure, je finis pas un argumentaire et sans que le mec en face, jamais il m'a dit sinon comment vous argumentez sur votre tarif. Mais jamais de la vie en fait. À quelle heure ils me demandent ça? Ben ils comprennent parce que je lui dis ce que je fais, je lui explique ce que je fais, tu vois. Et je crois que pour moi, putain, c'est le b.a.-ba quand même, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, le fait que demain tu as envie d'être wedding planner, t'es wedding planner, t'es pas formé, tu ne maîtrises pas, tu n'as pas d'expertise là-dessus, tu n'as pas de recul là-dessus, tu vas un peu au petit bonheur la chance, tu regardes ce que la copine elle fait un peu à côté, tu pompes un peu ses idées parce que ça aussi c'est c'est sympa, et puis tu casses les prix et t'as des clients que toi-même après tu ramasses à la petite cuillère. Combien j'ai eu de clients qui m'ont appelé, j'ai pris tel wedding planner, je suis à 3 mois de mon mariage, j'ai rien. Alors, j'ai une question qui me vient, qui n'était pas prévue, mais à laquelle tu sauras répondre forcément. Comment, parce que tu me disais que là, tu n'organises plus toi-même les mariages et que tu formais uniquement. Comment tu gardes le lien avec le métier parce que ça, c'est une question que je me suis posée personnellement. C'est-à-dire que pour former sur l'office de cérémonie, à un moment donné, je me suis dit, peut-être c'est bien que j'en garde quelques-uns pour garder le pied dans le métier, tu vois. Bien sûr. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est toujours pareil. Que ça change pas tant que ça Non, mais je veux dire, le fond change pas il y a 10 ans. Après, il y a des tendances, il y a des choses comme ça. Ça, on est d'accord. Non, on est d'accord. Alors, effectivement, aujourd'hui, j'ai une équipe à mes côtés. C'est plus Julie qui est sur l'organisation de mariage. C'est elle qui va récolter les contacts. C'est elle qui va faire les premiers rendez-vous. Je fais toujours des rendez-vous quand Julie n'est pas là ou quand on est sur des gros dossiers où là, il y a une dimension qui est bien plus importante. Donc, je suis là. La majorité du temps, effectivement, les mariages se font en pleine saison. Et très souvent, je suis en tournage. Tant que faire se peut, je vais sur mes mariages, je suis sur place tout le temps. Je vais sur mes mariages, je vois mes clients, je suis très contente de me voir aussi, donc c'est cool. Donc il y a toujours ce lien qui est là. Au-delà de ça, pour rester dans le game, on va l'appeler comme ça, tout pour à faire fait. Un peu les Jones, tu vois. Bah là, parce qu'on a 40 ans, mais faut pas le dire. Oh, j'assume ça aussi, c'est des chiffres. Oui, j'assume. Y a pas de problème. Je le dis partout, t'inquiète. Mais en vrai de vrai, je crois qu'on évolue aussi. Moi, je me régale à organiser des shootings. J'ai toujours eu un peu cette vision avant-gardiste et très audacieuse et toujours été à la recherche de ce qui n'a pas été fait. Et je me régale à créer des shootings inspi au travers de mes formations notamment, qui sont complètement dans une autre planète venue, n'est-ce pas? Mais qui permet aussi de garder ce lien-là avec le mariage. Moi, j'aime être sur le terrain, j'aime mettre les mains dans mes fleurs, j'aime penser, créer, conceptualiser. Ça me quitte pas. Je veux dire, voilà. Okay. Oui, donc t'as quand même, tu vas en jour J, tu fais encore des shoots et tout, t'as quand même un pied dedans. C'est encore une question qui reste qui reste en suspens pour moi, du coup. Ouais, mais je crois que c'est aussi une forme d'envie. Je te dirais pas que j'irai faire toute ma saison, c'est pas vrai. Je le ferai pas. Je le ferai pas. Mais, voilà, je vais sur 3, 4, 5 weddings dans l'année, dans la saison. Je prends vraiment plaisir à y aller, quoi. Je kiffe vraiment le moment, tu vois. Ouais, je suis pas usée de ça. Voilà. Yes. Alors, comment t'as structuré tes tarifs et ton temps, du coup? Parce que c'est un peu ce qu'on vend, finalement, quand on est wedding planner. C'est un peu ça, ouais. Pour, justement, assurer ta rentabilité. Alors, ça a été un processus de pensée, de raisonnement et de réflexion qui était bien précis, puisque
j'ai longtemps parlé de ma méthode de travail sans oser appeler ça un savoir-faire. Et j'ai réussi à le faire en 2015, quelque chose comme ça. J'ai appelé ça 2015-2016, où j'ai appelé ça French Wedding Industry, et qui, pour moi, est une vraie chronologie, une vraie méthode de travail où on passe d'étape par étape, par étape, par étape. Et cette étape-là, elle ne peut pas aller avant celle-là. Même si le marié veut y aller, on peut pas. C'est comme ça. C'est moi qui mets les règles, c'est moi qui fixe les règles. Donc, en vrai de vrai, il y a eu tout un processus interne à moi, en tout cas, pour aller vers cette fixation de mes prix. Déjà, je suis allée déterminer ce que j'appelle, moi, la stratégie de soi, qui a été de me connaître moi. Qui suis-je? Comment est-ce que je parle? Quel est mon message? Qu'est-ce que je veux dire et comment je le dis à mes clients? Je prends toujours cette image pour comprendre ça. Je prends toujours cette image de jeunes filles auxquelles je parle et avec lesquelles je partage, en me disant ouais, ben moi je veux faire du luxe, je veux faire du luxe. Il y a des codes dans le luxe, les filles. Je veux dire, à un moment donné, si tu n'as pas ces codes-là, si tu n'as pas cette maîtrise-là, t'es cramé en deux. T'es pas crédible. Merci à vous. Au revoir au suivant. Donc, le fait d'aller partir à la recherche, de faire ce travail interne personnel, de vraiment connaître mes limites, quel était mon savoir-être, mon langage, mon charisme, à quel niveau j'étais, où mettre mon niveau d'exigence pour moi, pour mes clients, pour mes prestataires. Il y a eu une série de questionnements comme ça, que j'appelle, comme je te dis, la stratégie de soi, qui a été très longue à faire, mais qui m'a beaucoup aidée parce que ça a été ma base de tout. Vraiment, c'est comme quand tu fais une maison, il y a des fondations. Ça, c'est mes fondations. Et mes fondations-là faisaient donc écho à des clients que j'avais envie d'attirer. Pour être payé le prix que j'ai envie d'être payé et que je pense valoir, il faut que je m'adresse à des personnes qui partagent mes valeurs, qui partagent ce que je suis, qui s'identifient quelque part à moi et à mon message. Si je vais chercher Tartampion et qui ne me correspond pas, et je vais lui dire, je te dis n'importe quoi, 15 000 balles d'honoraires, et il va te regarder, il va te dire, et t'as craqué, meuf, ou quoi? Et en fait, non. Donc, de ma stratégie de soi, je suis allée déterminer mon positionnement commercial, où est-ce que je voulais me situer. J'ai choisi le haut de gamme et le luxe parce que c'est ce qui me correspond par rapport à mes valeurs, par rapport à ma façon de travailler. Ça a déterminé donc ma cible, mon persona. Mon persona chez moi, il est détaillé, mais aux petits oignons. Je sais quels sont mes clients, au détail près, quel âge ils ont, d'où ils viennent, comment ils s'appellent, pourquoi ils viennent me chercher, qu'est-ce qu'ils veulent vivre, etc. Et j'ai marié ça forcément avec mon offre de service que j'ai créée en détail. Je dis pas que dans mon service, j'ai 33 rendez-vous parce que ça fait bien d'avoir 33 rendez-vous. Eh ben non. Il y a un rendez-vous là, un rendez-vous là, un rendez-vous là, parce que l'objectif, c'est d'arriver là, et le timing qu'il va avoir entre ça et ça va faire que je vais passer tant d'heures et que ça va coûter tant. Eh oui. Donc, cette offre de service-là, forcément, il y avait une exigence, qui me correspondait, évidemment. Et c'est ça qui a pu me permettre d'aller déterminer ma rentabilité et donc d'aller décortiquer le temps que j'allais passer sur chaque mariage. Lorsque je suis allée décrire mon offre de service, je savais vraiment quelles étaient toutes les tâches que j'allais avoir à faire pour ce client-là. Et donc, je suis allée dire, OK, pour cette tâche-là, ça me vaut ce temps-là. Cette tâche-là, ça me vaut ce temps-là. Cette tâche-là, ça me vaut ce temps-là. Sans rien oublier. Sinon, je suis sous-évaluée. Et sans rien ajouter que je ne ferai pas, sans quoi je suis surévaluée. Donc, il y a une vraie justesse, un vrai équilibre qui passe par cette fameuse stratégie de soi, les fondations de tout. Ce dont je suis capable, quelles sont mes limites, quelles sont mes capacités, etc., etc. Donc, ça s'invente pas. Donc, du temps passé sur chacune des tâches de mes mariages, j'ai aussi dégagé d'ici un calcul de taux horaire et j'ai comparé forcément ce temps-là avec ma disponibilité. Ma disponibilité aujourd'hui pour mon temps de travail n'est pas celle que j'avais quand j'ai commencé. Au début, je me tapais des 90 heures semaine, les gars. Je vous le dis. Pareil. Voilà. Et les 90 heures semaine, tu produis pas le même nombre de mariages que quand tu en fais 70, que quand tu as fait 50, que quand tu as fait 40. Quand j'ai face à moi des jeunes filles qui me disent « Oui, mais moi, je veux gagner tant d'argent, je veux avoir mes mercredis, je veux minimum 5 semaines de vacances par an. » Wesh. T'as un plan B dans la vie ou c'est quoi? Parce que en vrai, non mais salarié, c'est pas mal. Mais c'est une pleine utopie. Encore une fois, on en revient à ce côté chef d'entreprise.
Tu vois, tu peux pas t'inventer comme ça un truc de voilà. Donc toute cette disponibilité là faisait que ouais, je me tapais des journées qui étaient jusqu'à des 2-3 heures du matin, et avec ça, j'ai jamais rien raté. Des carnavals de mes enfants, des sorties scolaires de mes enfants, je faisais tout ça. Tu vois, mais c'était encore une fois mon choix, et voilà. Donc une fois que tu as calculé tout ça et que tu as mis en rapport avec le salaire moyen que tu veux avoir par mois, donc tu déduis tes charges et tout ce qu'il faut avec, tu sais le taf que tu as à faire. Hein. Tu sais combien de mariages tu dois aller signer là, hein, combien de clients tu dois aller chercher. Si tu en signes tant, ça veut dire que par rapport à ton taux de transformation, il faut que tu aies tant de contacts. Pour avoir tant de contacts, il faut que tu fasses tant de com. Tout est relié. Eh ouais, c'est pas si facile que ça que d'être wedding planner, n'est-ce pas? Tu vois? C'est ça. Non, mais j'allais dire, c'est l'avantage qu'ont nos coachés. Alors, plus les tiennes, parce que moi, je vais pas dans la rentabilité avec les miennes, parce que il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi là-dessus. Mais, l'avantage qu'ont tes coachés, en tout cas, les tiennes, de passer dans ta formation et de savoir le faire sans qu'elles aient besoin de le faire avant, et tu vois, elles ont un raccourci vers le succès qui est quand même assez dingue, et c'est pour ça qu'il faut se former aujourd'hui. Encore une fois, il y a une vraie, je trouve, tu sais, je leur mens pas. Et c'est ce que je leur dis dès le départ. Moi, je suis pas là pour... C'est un métier qui me nourrit dans tous les sens du terme. Il me nourrit financièrement, et il me nourrit artistiquement, il me nourrit d'un point de vue inspirationnel. Il me fait vibrer de plein de façons. Mais je suis quand même pas là pour dépeindre un tableau magnifique, un beau Monet, plein de fleurs, coloré, c'est beau, c'est poétique, c'est génial, c'est faux. Et dans ces formations, je te jure, le soleil brille pour tout le monde et chacun fait ce qu'il veut. Vraiment, il y a aucun problème. Moi, ce qui m'épuise un petit peu, c'est que ça fait 16 ans que je mène un peu une grosse bataille pour défendre mon métier et dire que c'est un vrai métier, et qu'au-delà de ça, comme je te l'ai dit, on est chef d'entreprise. Quand je vois qu'il y a des formations qui sont que sur des shootings inspiration et qui montrent que oui, fais de belles images et là, tu vas réussir. On est où? Oui, ça compte, mais ça arrive à la fin, ça. Ça arrive à la fin. C'est le bonbon, la cerise sur le gâteau, quoi. The cherry on the top. Exactement. Donc oui. Et je suis très touchée que tu le remarques. Mais effectivement, quand on sort de ce module-là sur la rentabilité, elles savent qu'elles partent avec un vrai avantage sur d'autres, sur leur concurrence. C'est qu'elles savent effectivement se valoriser, et, oui, ce qu'elles valent, quoi. Et le justifier. Et c'est quoi les indicateurs clés que tu suis en tant que wedding planner selon toi chaque mois par exemple? Mais tout est analysé chez toi. Tout. Mais c'est quoi tout? Donne-nous des exemples. Tu sais, j'ai Excel et my best friends. J'adore analyser tout ce qui se passe en termes de visite sur le site, le comportement de l'utilisateur sur notre site internet. Ça a longtemps été notre stratégie, notre site internet. Évidemment que tout est analysé sur par où il rentre, par où il sort, par quelle page il va, le classement des 5 premières pages qui sont visitées, le temps qu'il reste, etc. pour arriver à me mettre à jour un peu sur, OK, ma page d'accueil, c'est la plus visitée. Mon portfolio, c'est le plus visité. Ma page mariage, c'est la plus visitée. Telle agence, c'est la plus visitée. Ça doit être au cordeau. Et s'il y a une baisse, forcément, il y a une mise à jour à faire. Petite évolution peut-être sur le marché, fait que voilà. Donc, tout ce qui est sur le site internet est analysé. Comme on a une vraie stratégie de com aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 2 personnes en com qui travaillent à temps plein sur ça. Ce que je te disais tout à l'heure, définir notre persona en détail, ça c'est analysé. Le comportement de nos clients qui viennent me chercher depuis 16 ans, ils viennent me chercher pour une raison. Ils viennent me chercher pour ce savoir-faire, ils viennent me chercher pour ma signature artistique, ils viennent me chercher pour ma personnalité. Tu vois? Donc, tout ça est analysé. Le nombre de visites qu'on fait, le nombre de vues qu'on fait, le nombre de followers qu'on fait, toutes les semaines, c'est analysé. On a un tableau qui est là et qui répertorie tout ça. Et qu'on analyse, on a des réunions avec l'équipe et on ajuste. Et on voit les vidéos que je fais aujourd'hui, par exemple, pour mes formations, ne sont pas les mêmes qu'il y a encore le mois dernier ou encore il y a 3 mois. Parce que l'analyse qu'on a eu faite est complètement différente. Et les attentes de mes cibles sont différentes. Voilà. Donc, tout est vraiment analysé. Ouais.
Ok. Ça fait peur un peu. Non, c'est important, je trouve. Moi aussi, je fais un bilan tous les mois de mes chiffres clés, de combien de réels j'ai posté par rapport au mois dernier. Est-ce que j'ai baissé parce que c'est moi qui gère pour le moment ça. Enfin, avec Amélie, mon assistante aussi, mais j'ai repris un petit peu en ce moment et donc du coup, je vois que mon énergie est pas la même tous les mois et que voilà, je regarde bien sûr, évidemment, là où il faut améliorer tous les mois, c'est important. Donc t'inquiète pas, tout va bien. Tu es dans. Ça va, c'est bien. Merci. La dernière question qu'on avait prévue, c'était quels sont tes plus grands défis aujourd'hui? Quels sont les plus grands défis que tu rencontres aujourd'hui dans ton métier et comment tu les surmontes? Je crois que paradoxalement, un des plus grands défis, c'est justement de combattre un peu cette fake attitude sur les réseaux où tout est beau et tout est meilleur chez les autres, où tout ce qu'on poste est magnifique et ça, c'est dur de combattre ça vraiment. C'est vraiment quelque chose qui pour moi est un vrai fléau, d'aller aussi combattre la copie sur pas mal de concepts que tu peux imaginer, lancer. Et j'en ai moi qui ont copié mes formations, qui ont pris mes modules et qui les ont vendus. Ça c'est donc pardon, je vais poser la question, je vais mettre les pieds dans le plat. Donc des anciennes formes. Ah oui. Oui, d'ailleurs, si elle écoute, qu'elle se sente bien visée. Bisous. Bisous d'amour. Donc voilà. C'est encore une fois, le soleil brille pour tout le monde. T'as ta capacité, fais-le par toi-même. Je veux dire, c'est pas, ça n'a pas la même saveur quand tu fais après pour te regarder dans la glace et te dire, franchement, j'ai géré quoi. T'as rien géré du tout. Tu vois, le niveau 3 qu'on faisait à l'époque en formation, il y avait un grand décor qu'on faisait, une soirée de gala, feu d'artifice, DJ, machin et tout. Voilà, c'est des choses qui ont été pompées. Bon, voilà, c'est un vrai fléau. Et au-delà de ça, ce qui vraiment est très intéressant pour moi et une vraie volonté, c'est de continuer à être dans cette avant-garde-là. Qui fait aussi ma signature, tu vois, aller dans cette audace-là, pour moi, c'est hyper important. Via les shootings inspiration ou ma façon de voir la formation ou d'accompagner mes clients, d'arriver à conserver ce truc-là je fais vraiment les choses par rapport à celle que je suis et je recherche toujours quelque chose qui n'existe pas et qui va un peu créer le côté expérience pour les gens. Le dernier shooting qu'on a créé, il est fou. Et tu l'as déjà publié ou pas encore? Non. Ah. Il arrive bientôt. Il arrive au mois de juillet. Mais il va à l'encontre de tous les clichés mariage qu'on peut avoir. Le chignon, la grosse robe et tout ça là. Voilà. Ok, alors si tu as déjà, je sais pas si tu as déjà écouté un épisode, si t'as au moins écouté celui avec Pascal, c'est ça? Oui. Ouais. Donc tu sais que je pose toujours des questions que j'ai pas prévues à la fin, que je ne prépare pas, parce que je le fais au feeling. Ton plus gros coup de cœur de l'année pro? Waouh. Oh là 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 là, ça va lui faire gonfler les chevilles. Emmanuel Amour-Videst. Oui. Ouais. Je le connais pas personnellement. Ah, c'est une pépite. Je travaillais beaucoup avec lui. Je l'ai vu en shooting, je l'ai vu sur mes séminaires franchise. On est en train de monter un projet aussi ensemble. Il travaille aussi un peu sur ma com actuellement. J'aime beaucoup son dynamisme. Il a vraiment une vision nouvelle, novatrice de la vidéo de mariage et je suis vraiment très à la recherche de ça. Humainement parlant, c'est quelqu'un de génial. Et ouais. Ouais, je comprends le coup de cœur. Je suis très sensible aussi à la vidéo. Ça me plaît beaucoup. Plus que la photo, je crois. Moi, j'ai toujours été... je crois que j'aime les deux, moi, vraiment. Mais c'est vrai que j'ai toujours été tellement difficile sur la vidéo. Ah ouais. Oui. Ah oui. Moi, tu faisais quoi la croix rouge, tu sais, de la vidéo que tu cliques dessus à 7-8 secondes de la vidéo. Les pauvres pêcheurs. Mais où ta voix, il me parle pas à mon cœur, en fait. Ouais, ça. C'est ça. Tu vois, il me raconte pas une histoire. Donc, je suis pénible aussi sur la vidéo. Ouais, la vidéo, c'est un vrai truc. Moi, je te demande pas ton coup de gueule, parce que tu me l'as dit avant, ou alors il y en a d'autres, peut-être? Non, celui-là, c'est bien. On va garder celui-là. Est-ce qu'il y a une phrase d'entrepreneur qu'on t'a dit un jour et qui te restera toujours en tête? Ouais.
arrête-toi, retourne-toi et regarde ce que tu as fait. Et prends la mesure de ce que tu as fait. Et tu sais, dans la stratégie de soi que je te parle, tout est basé pour moi, c'est une méthode que j'ai créée moi, hein, c'est voilà, par rapport à mon parcours. J'étais pas quelqu'un qui avait forcément très confiance en elle il y a quelques années de ça. Et cette phrase-là m'a été dite effectivement par une de mes clientes, qui était chef d'entreprise aussi, mais c'était une de mes clientes avec laquelle je suis toujours en contact. Et quand elle m'a dit ça, waouh, prise de conscience. Et je m'applique à faire ça sur tous les événements que j'organise ou toutes les formations que j'organise. Trop bien. Et à contrario, est-ce qu'il y a une phrase qu'on t'a dit et que tu veux oublier? Je n'ai jamais posé cette question-là, mais je pense qu'elle peut être pas mal. Je l'oublierai pas parce qu'elle a fait ma force aussi, mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Bah, je suis là, les gars. Bon, même si après, tant d'années plus tard, tu te dis que tu fais pas les choses pour les autres, mais tu les fais pour toi. Mais cette phrase-là, waouh, oui, elle a résonné très longtemps. Elle était lourde à porter, quoi. Très lourde à porter. Ok. Et c'était quoi la pire période de ta vie? C'était en quelle année? Enfin, genre quelle période, quoi? Ah, la colle. Bah allez, par cliché, je vais dire le mauvais Covid, là, cette période-là où on nous a un peu empêchés de faire des choses et surtout où on nous a appris à ne plus être avec les gens. Et je trouve qu'il y a beaucoup de séquelles. Et du coup, bah oui, la preuve, on est à Paris toutes les deux et on fait le podcast en visio. Mais ce matin, je suis allée en interview pour Femme Actuelle. Les bureaux étaient vides. Mais un truc immense. Mais ils sont les gens en télétravail. En télétravail. Télétravail, Mag. Ah ouais, télétravail. Pourquoi vous payez des bureaux? C'est ça. Et puis même, enfin, je sais pas. Écoute, ouais, je pense que ça a été un peu sombre pour moi, ouais. Ok. Et tu dirais quoi à Élodie de cette période-là, qui avec le recul qu'elle a sur sa vie maintenant? Celle où on disait qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Soit celle-là ou soit celle qui était pendant le Covid. Moi, pendant le Covid, j'étais pas en dep non plus. C'est plus une prise de conscience, tu vois, que j'ai eue plus tard, de me dire en fait, on nous a appris à vivre seul, quoi. Non, plutôt à la Élodie d'avant, je la serrerais quand même fort dans mes bras et en lui disant juste sois toi et écoute-toi. Tu peux le faire et tu sais le faire. Et dernière question que j'ai pas posée. Vas-y. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Élodie dans 10 ans? Waouh! Ouais, j'adore. T'es fraîche encore. Je l'ai trouvé. Et je l'ai trouvé. Tu vas lui dire ça? J'adore. Qu'est-ce que je vais lui dire dans 10 ans? Je lui dirai sûrement qu'elle a de quoi être fière d'elle pour avoir mis son empreinte dans cette industrie qu'elle aime beaucoup et qu'elle a bien fait de le faire, peu importe ce qu'il s'y est passé. Trop bien. Merci beaucoup, Élodie. C'était un plaisir de t'avoir. Et c'était un plaisir de répondre à tes questions et d'échanger. Je sais que cette interview va beaucoup plaire. Et j'espère. Je la partagerai avec beaucoup de plaisir en tout cas. Merci, à bientôt. À bientôt, bye bye. Et voilà le gang, merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu autant qu'à moi et que tu as appris des choses, partage-le sur Insta et tag-nous, Élodie et moi, ça nous fera trop plaisir. Et tu peux aussi mettre 5 étoiles au podcast sur Spotify et Apple Podcast. Avec un commentaire sur Apple Podcast, c'est encore mieux parce que ça m'aide beaucoup à faire connaître Wedding Divan. Je te remercie grandement et à très vite pour le prochain épisode.